à Pan M360. Nous sommes avec Mathieu Lucier, bassoniste, mais surtout maestro, directeur artistique de Arion Orchestre Baroque et autres organismes. On pense à Pentaèdre, on pense aussi au domaine Forgette, dont Mathieu dirige les destinées artistiques depuis cette année. Donc, vraiment beaucoup d'activités, mais celle d'Arion Orchestre Baroque est très importante pour toi, Mathieu. Oui. Nous abordons à la Maison Symphonique une nouvelle saison en grande, dans la grande salle de Montréal. Et en fait, c'est le fun parce que demain, à la Maison Symphonique, il va y avoir presque 3 anniversaires parce que on va célébrer les 50 ans du Studio de musique ancienne de Montréal, qui sont nos complices depuis quelques années pour composer des grandes œuvres chorales. C'était le début de notre 44e saison d'Arion. Mais le programme qu'on propose demain, en fait, aurait dû être le programme de notre 40e saison. On devait inaugurer notre 40e saison à la Maison Symphonique dans l'année pandémique. Donc, ce programme-là n'a jamais eu lieu. Et donc, Andrew et moi, ça fait quelques années qu'on est passé à d'autres programmations, mais on se disait, quelle belle occasion ratée en 2020 pour les 40 ans d'Arion de présenter les hymnes du couronnement d'Handel, la musique de Boyce aussi, qui est moins souvent entendue, et de faire les débuts des deux ensembles à la Maison Symphonique. Donc, c'est cette année que ça se passe. Donc, c'est le début de la 44e saison d'Arion, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu aussi un coup de chapeau à notre 40e saison qui a commencé toute croche, comme l'ensemble des activités de l'humanité en 2020. Exactement. Donc, un rattrapage de ce qui s'était passé, ce qui ne s'était pas passé en 2020. On est heureux finalement d'y goûter. Comme tu dis, il y a une longue relation avec le SMAM, le Studio de musique ancienne de Montréal. Euh, donc, comment on voit l'évolution de cette relation entre deux ensembles qui sont toujours concomitants d'une certaine façon. Bien sûr, le SMAM travaille avec d'autres ensembles Ouais. également, mais avec Arion, c'est très particulier. Il y a vraiment une belle relation. Ben, il y a une belle relation parce qu'on est des organismes, d'abord, on se ressemble, on est les deux plus anciens organismes de musique ancienne à Montréal. Pour Arion, ça devenait naturel dans notre développement depuis quelques années de faire des œuvres chorales. Donc, il y a deux choix toujours quand on veut faire ça. On se dit, est-ce qu'on fonde notre propre chœur, comme bien des ensembles le font, ou bien on regarde autour de nous puis on se dit, pourquoi créer quelque chose quand si proche de nous, dans une philosophie semblable, il existe un ensemble qui excelle depuis de nombreuses années. Puis, et donc, c'est tout naturellement que le SMAM et Arion se sont mis à collaborer en se retournant la balle, tantôt dirigé par Andrew McInerney, tantôt dirigé par moi. Il y a eu aussi une messe en si mineur à l'automne 2019 qui avait été dirigée par Andrea Marcon dans le Festival Bach. Là, cette année, Andrew et moi, on s'est dit, pour souligner ces débuts-là, ce programme-là, qu'on avait tous les deux très envie de diriger, on s'est dit, partageons en fait le podium, l'affiche. Et donc, cette semaine, c'est agréable parce que il y a des corpus qui se tiennent, les 4 hymnes du couronnement d'Handel. Moi, je fais la musique pour les feux d'artifice royaux d'Handel aussi, qui ont été composés pour la célébration du traité de paix d'Aix-la-Chapelle. Andrew va faire des œuvres chorales aussi, du Boyce. Mais donc, ce sont les mêmes artistes sur scène, un programme qui se tient, qui a une belle intégrité, mais ce sont nos deux énergies, nos deux visions qui vont être partagées pour le public qui va être là avec nous à la Maison Symphonique demain. Donc, c'est assez emballant de faire ça. Moi, je dois avouer que cette semaine, j'ai trouvé ça très euphorisant de faire une répétition par jour et même des fois une partie de répétition par jour. Donc, je fais ce que j'aime le plus, diriger la musique qui m'est le plus chère, mais pendant 1 heure et demie par jour. Alors, je suis juste comme plein d'euphorie et pas trop plein de fatigue comme je le suis souvent à la fin d'une semaine de répétition. Excellent. Donc, c'est la jouissance totale, si j'ai bien compris. Complètement. Oui. Et donc, évidemment, on connaît ton travail, Mathieu, de chercheur de partitions disparues ou méconnues. Cette fois-ci, tu t'es fait plaisir encore une fois. Parcourons ce programme. Oui. En fait, moi, j'ai aussi une passion qui a longtemps été secrète, mais qui a été révélée il y a quelques années. J'ai toujours été fasciné par la monarchie. Je suis un amateur jeune d'histoire, de romans historiques, et j'ai passé beaucoup d'étés de mon adolescence. Moi, j'étais très timide, je n'avais pas de copine, alors je passais mes étés sur le bord d'un lac chez ma grand-mère à lire des romans historiques et à
à créer les généalogies des monarchies européennes Ah dans tous ouais. les romans historiques que je lisais. Et ma grand-mère, elle, était abonnée à une revue qui existe probablement toujours, qui s'appelle Point de vue, qui était une revue qui parlait des potins de la royauté. Et donc, j'ai toujours été fasciné par ça. Et donc, j'avais les généalogies, je suivais les choses. Euh, Et et ton donc, choix de la musique ancienne, donc, est intimement lié à ça, en bien, tant bien, oui, qu'interprète, en tant que chef, etc. oui, et donc les hymnes du couronnement, ben, ça me fascine parce que les couronnements me fascinent en général. Tout ça, ça a été révélé un petit peu lors du mariage du prince William et de Kate il y a quelques années. J'avais une amie, une ancienne collègue à la presse de toi, Sylvie Saint-Jacques, qui est une de mes amies, qui faisait un papier sur les Québécois qui étaient fascinés par la royauté britannique. Et donc, elle m'avait dit, est-ce que je peux t'interviewer? Et là, dans la presse de l'époque, sur le dos du cahier A, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un article là-dessus. Ça commençait par Mathieu Lucier, amateur de la monarchie et tout ça. Alors, les gens pensent que je suis monarchiste. Pas du tout. Non, Mais c'est un intérêt historique. c'est un intérêt historique. Et donc, cet intérêt-là se transpose tout naturellement dans la musique qui accompagne ces choses-là. Et mon autre intérêt comme professeur et chercheur, c'est la musique de la Révolution française, notamment tout l'aspect propagande de la musique. Et dans la musique des couronnements, donc pour le concert de demain, on entend les hymnes que Handel a composés pour le couronnement de Georges II et le grand hymne que William Boyce va composer quelques années plus tard pour le couronnement de Georges III. Ben, cet aspect-là de musique qui a une composante de propagande, moi, m'intéresse et me plaît. Donc, en ce sens-là, c'était tout naturel d'avoir envie de faire ce concert-là. Et donc, on est dans le répertoire assez traditionnel, chez Handel, chez Boyce, mais avec une musique chorale qui vise d'abord et avant tout à passer des messages de nature politique. Donc, cet intérêt-là pour la musique de la Révolution française aussi et la propagande qui est liée à cette musique-là se transpose dans l'intérêt que j'ai pour cette musique-là, pour les couronnements de Georges II et Georges III en Angleterre. Parce qu'évidemment, la commande d'une musique de couronnement est claire, c'est d'en mettre plein la vue, c'est parfois d'accompagner aussi des moments clés du sacre des souverains et souveraines, comme le moment où on va oindre de la sainte huile ou du saint crème les souverains, donc le début de Zadok the Priest, cette espèce de longue mélopée soutenue comme ça qui va finir par exploser. C'est le moment très sacré où l'archevêque de Canterbury va oindre le souverain. Et donc, regardez cette musique-là qui dit en gros gloire au souverain, longue vie au souverain, mais qui passe aussi certains messages. Donc, des messages que moi j'aime lire comme étant une espèce de propagande des textes qui ont été choisis, passer des messages au souverain. Puis, pour l'orchestre, ben, c'est juste on prend notre pied, le chœur est super efficace. Handel écrit des chœurs qui ont été insurpassés dans le 18e siècle en termes d'efficacité, de puissance. Pour l'orchestre, c'est pas une musique qui demande à se prendre la tête, c'est une musique qui est conçue pour être jouée rapidement, facilement, une musique efficace, une musique qui vise à faire vivre des contrastes. C'est l'essence de la musique baroque en général, mais je trouve Oui. que c'est comme exacerbé dans ces hymnes du couronnement-là. Puis la musique pour les feux d'artifice royaux, ben c'est ça, c'est comme une ouverture baroque traditionnelle, mais avec 3 trompettes, 3 corps, 3 hautbois, des bassons. Si on avait eu plus de budget, on aurait rajouté du contrebasson, du serpent et tout ça. Mais bon, les temps sont plus durs. Alors, mais on y va quand même avec un orchestre massif. Il y a plus d'une 50aine d'artistes sur scène, ce qui n'est pas habituel pour Arion, même quand on se produit avec le studio de musique ancienne. Donc, c'est vraiment une fête. C'est vraiment fastueux. On veut habiller l'espace de la maison symphonique. Alors, tout le monde est très, très emballé pour le concert de demain. À l'époque, les compositeurs, ils faisaient soit de la musique sacrée, soit de la propagande royale, ou encore, dans leur temps libre, de la musique de fête, de vaudeville, d'une certaine façon. Alors, lorsqu'ils s'attardaient, lorsqu'ils se consacraient à la musique de propagande, entre guillemets, était-ce pompeux à l'époque? Est-ce que travaillaient-ils à contre-cœur parfois, puisqu'ils étaient obligés de le faire? C'est toujours difficile de se poser cette question-là parce que notre image de la musique, nous, elle est tous, qu'on le veuille ou pas, conditionnée par la musique romantique du compositeur qui écrit pour exprimer ses sentiments. Le compositeur du 18e siècle écrivait parce qu'on leur demandait d'écrire quelque chose. C'est
presque impossible de savoir comment Handel se sentait intérieurement à l'écoute d'aucune de ses œuvres. Donc, très certainement que quand il y avait la commande pour écrire la musique pour le Sacre, il devait être probablement très réjoui parce que ça devait être assez payant de faire ça, je présume. Et donc, il y a des compositeurs qu'on sait qui ont cherché à exprimer leur dissension en glissant certains trucs. Du côté d'Handel, c'est très, très lisse. C'est absolument impossible de savoir s'il écrit ça à contre-cœur. Et c'est probablement pas le cas puisque la musique qu'on retrouve dans les Coronation Anthems de Handel, presque au complet, une grande partie de ces anthems-là qui se retrouvent dans son oratorio qui s'appelle Susanna, qui va être composé quelques années plus tard. Donc, Handel, très content de lui, de l'impact de ces œuvres-là, va réutiliser, c'est un maître de la réutilisation de sa propre musique et de la musique de ses contemporains aussi, va réutiliser ça. Mais donc, si c'est à contre-cœur, il y avait tout un poker face parce que il y a du Handel. Handel, c'est jamais mauvais. Des fois, c'est bien. Là, on est chez du Handel hyper bien, hyper efficace. C'est du grand, grand, grand Handel, de l'écriture chorale extraordinaire. On chante, je pense, dans ce concert-là, 6 ou 7 Alléluia. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Alors, c'est vraiment, il a mis son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand William Boyce, quelques années plus tard, pour le couronnement de George III, va se faire demander d'écrire la musique du couronnement, il va refuser d'écrire la portion pour la royale onction en disant « Je ne pourrai jamais écrire quelque chose à la hauteur de ce qu'Handel a fait avec Zadok the Priest lors du couronnement précédent. » Donc, on a rejoué au couronnement de George III la musique de Zadok the Priest et Charles III, tout récemment, roi de l'Angleterre et du Canada, que ça nous plaise ou pas, on a aussi pu entendre lors de son couronnement Zadok the Priest. Donc, la musique d'Handel, en fait, a couronné absolument tous les souverains depuis George II. Très instructif, vraiment très intéressant, Itou. Maintenant, parcourons le reste du programme. Ouais. Andrew a voulu aussi. Andrew, ce qui est formidable, j'adore travailler avec Andrew McInerney, mais c'est quelqu'un qui a travaillé, donc il est anglais, il a travaillé à Windsor, il a chanté dans les célébrations royales déjà, donc comme garçon choriste, mais ensuite comme chanteur professionnel. Et donc, dans ces longs services-là, il n'y a pas juste de la musique d'appareil, il y a aussi des moments de recueillement. Donc, il a pigé dans ce répertoire-là pour présenter une œuvre a cappella de William Byrd, qui est vraiment, vraiment antérieure à la musique d'Handel, qui a été composée pour le couronnement d'Élisabeth Ier. On est à la toute fin du 16e siècle. Puis, il y a aussi une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Thomas Wilkes, aussi de la musique qui est utilisée lors de certains couronnements, pour que l'Osman, dont on célèbre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 50e anniversaire, puisse montrer aussi par son chant a cappella toute la beauté et la virtuosité de ces chanteurs, et pour qu'on ne soit pas toujours en train pendant 1h30, 2 heures d'entendre la musique tonitruante, même si ça fait du bien. Donc, ça crée vraiment des très beaux contrastes. Donc, autour de ces hymnes du couronnement de Handel et de Boyce, il y a des moments plus recueillis de Wilkes et de Byrd avec le chœur du Smam et Andrew. Et de notre côté, on est moins dans le recueillement à rayon seul avec la musique pour les feux d'artifice royaux. On est vraiment dans l'apparat, dans la démonstration, dans la festivité, encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, en coup de chapeau à notre début de 40e anniversaire qui n'a pas eu lieu comme on voulait. C'est intéressant parce qu'autour, une fois de plus, Mathieu, autour d'un compositeur que tout le monde connaît, Handel, personne ne connaît pas Handel, ou enfin, si on ne le connaît pas, on fait partie presque d'une exception. Handel est connu à cause du Messie, évidemment, à peu près de tout le monde, du grand public à tout le moins. Ouais. Et autour de ça, tu construis toujours une programmation ou un programme qui nous fait découvrir des pépites insoupçonnées par nous qui sommes plus profanes. Oui. Ben, c'est l'intérêt. Je veux dire, Montréal, c'est très vivant en termes de musique ancienne. Comme tu l'as dit, le Messie, à peu près tout le monde qui aime, connaît un peu la musique classique, l'a entendu, le connaît, s'en lasse pas. Moi, je suis toujours, à la base, je suis bassoniste, je suis curieux, j'ai pris d'histoire. J'ai passé aussi mon adolescence, pas juste avec ma grand-mère à faire des généalogies, mais à imprimer les magasins de partitions. Comme bassoniste, je veux dire, on a une œuvre de Mozart, puis le reste, c'est des compositeurs inconnus. Donc, il y a tellement d'œuvres qui sont là. Les contemporains d'Handel, très talentueux, William Boyce en est un exemple. Et la musique anglaise est faite trop peu souvent.
Andrew McInerney aussi a cette même curiosité et donc on est allé piger dans du répertoire moins connu pour qu'on ne soit pas juste dans le disons, pardonnez l'anglicisme, le mainstream, mais qu'on puisse varier un peu les plaisirs. C'est ça qu'il faut. Il faut faire évoluer le public amateur de musique ancienne et de musique baroque de toute façon. Où en sommes-nous? Parce que, comme tu le soulignes, ça fait un demi-siècle que le mouvement baroque, enfin le renouveau baroque montréalais existe, a été lancé jusqu'à un certain point avec le SMAM à l'époque. Et maintenant, on a le Festival Bach, il y a Arion, il y a Pentaed, il y a plein d'ensembles et de manifestations baroques, musique de la Renaissance, musique ancienne. Alors donc, on peut voir qu'il y a plus qu'un foisonnement, c'est devenu une partie importante de la culture classique à Montréal. Oui, puis on se rend compte maintenant aussi que les gens viennent au concert pour être touchés, pour être émus, viennent moins pour des œuvres spécifiques. Puis moi, je vois ça comme une invitation à la découverte. J'en fais un petit peu de notre marque de commerce à Arion, d'aller présenter ce qui n'est pas présenté ailleurs, le répertoire baroque français notamment, un peu moins connu, au pré-classique français, mais toujours aller soit faire découvrir un compositeur, puis les gens semblent nous faire confiance, me faire confiance. Alors j'en profite pour sortir un peu des sentiers battus. Moi, ça m'anime, puis j'ai le goût de partager cette passion-là avec le plus grand nombre. Après un an de direction d'Arion Orchestre Baroque, où en êtes-vous, la relation entre le maestro, le directeur artistique et l'ensemble? Évidemment, Arion est un ensemble qui existe depuis longtemps, qui a des assises à Montréal et au Québec, au Canada et même internationalement. Où veux-tu l'amener, cet orchestre-là? Et qu'as-tu accompli depuis une année? En fait, on est très fiers. On vient d'établir pour la première fois dans l'histoire d'Arion une convention collective pour nos musiciens et musiciennes. On a fait paraître 3 disques cette année. Donc, Rigel, le souffle de la Révolution vient de paraître. Un disque avec Elisabeth Pion. Donc, on a des partenariats qui s'accentuent avec le Centre de musique baroque de Versailles. Donc, je suis très fier de ça. On a une tournée européenne au mois de décembre. On va en France et en Suisse autour d'un programme de Noël, baroque français avec des raretés aussi. Donc, je pense que je vais être à l'écoute de ce qui se passe dans le milieu. On en parle beaucoup. Le financement varie, stagne un peu aussi. Alors, c'est de continuer à produire, peut-être pas autant en volume, mais en qualité. Ce que les musiciens et musiciennes aiment chez Arion, c'est de prendre le temps de travailler, de faire plusieurs répétitions, plusieurs représentations. Et c'est le modèle que je vais chercher à préserver. Si ça veut dire faire 4 ou 5 productions au lieu d'en faire 7 ou 8, ce sera ça. Puis d'être à l'écoute et d'avancer de concert avec mes collègues du milieu pour que cette musique-là continue à résonner dans un contexte où il y a peut-être un peu moins d'argent pour les arts, un peu moins d'apport aussi du secteur privé qui a ses difficultés aussi. Alors, ça, c'est les priorités, mais en termes de... on a des invités de l'international aussi qui sont là cette année avec nous. Pablo Valetti, Céline Frisch, qui viennent au mois de janvier. Thomas Dunford aussi, qui va être là au mois d'avril. Leila Cheyeg en novembre. Donc, ce modèle-là, ce que les gens aiment, et moi, je le trouve très enrichissant pour l'orchestre, c'est comme la formation continue. Et ça, c'est super. Alors, donc, je pense qu'on a des belles saisons devant nous. Du point de vue des enjeux de l'interprétation, de la direction, du son d'ensemble, tu dois t'être donné des objectifs, j'imagine, avec Arion pour le mener. Là, bien sûr, on parlait de l'impact, de l'organisation, du financement, qui est extrêmement difficile. Et c'est pas pour demain la veille que ça va reprendre de plus belle, parce que avec ce qui s'en vient politiquement au Canada, c'est pas évident qu'on va avoir du financement public du côté des arts de pointe. Mais du point de vue esthétique, là, allons-y. Quel est ton rêve avec d'élévation d'Arion par rapport aux acquis antécédents? En fait, ce que je souhaite, puis il y a des roulements, il y a des renouvellements, il y en a eu, il y en a encore, ça continue, mais c'est qu'il y a une éthique de travail, une espèce de collectivité qui, peu importe si ce soit moi ou des invités qui dirigent, qu'on puisse reconnaître le son d'Arion, le style d'Arion, l'éthique de travail d'Arion, et que, comme il y a beaucoup de ces musiciens-là qui travaillent dans plusieurs ensembles différents, que par le nombre d'heures qu'on met à monter un programme, on n'a pas l'impression que ce concert-là, c'est interchangeable avec un autre des ensembles, mais qu'il y a vraiment une signature sonore par le répertoire d'abord, la façon d'interpréter, l'engagement aussi. Alors, mais
moi, je suis un joueur d'équipe aussi, alors, puis je suis assez pragmatique pour le meilleur et pour le pire. Je veux pas on ait une écologie foisonnante. On a longtemps été à peu près les seuls à être un orchestre baroque. Il y en a d'autres maintenant, et c'est très bien comme ça. Alors, c'est comment on fonctionne en tout respect les uns des autres, en termes d'horaire, en termes de répertoire, en termes d'engagement des musiciens, de conditions de travail. Alors, les défis sont là, bien plus que. Puis après ça, j'ai encore dit, employer un mot anglais, mais le music making, ça se fait sur place, dans le moment, avec des idées précises, des éléments stylistiques que j'espère qui deviennent récurrents et qui se transfèrent même dans les programmes où je suis pas là. Puis, en fait, les chefs invités qui sont passés dans les dernières saisons me disent combien ils sentent cet engagement-là, cette écoute-là, ce respect-là. Puis ça, ben, ça me fait plaisir parce que c'est des valeurs importantes pour moi. C'est excitant. On est enthousiaste avec cette nouvelle saison d'Arion Orchestre Baroque qui commence samedi 17 octobre à la Maison Symphonique et donc Splendeur Royale autour de Handel, des découvertes et aussi des relectures. Le SMAM et Arion Orchestre Baroque font équipe. Mathieu Lussier, merci beaucoup. Bonne chance pour votre premier concert. Merci, c'est gentil. Au revoir.